Je me présente rapidement. Je m'appelle Victor Durand-Lepeuch et j'anime un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau et qui est un podcast contre le spécisme. Et alors, avant de commencer, j'aimerais remercier d'avance Bob Fischer, déjà parce que cette conférence doit énormément à son travail et aussi parce qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer un draft d'un livre collectif qui va sortir sur ces questions très bientôt. Et du coup, ça m'a pas mal aidé pour préparer cette conf. Et d'ailleurs, même certains éléments de préparation, de présentation un peu pédagogique des éléments sont aussi repris de conférences de Bob Fischer. Donc voilà, merci à lui. Le but, c'est d'adapter une partie de ce qu'il fait en français avec moins de compétences, mais j'espère à peu près de la clarté. Je fais de mon mieux, mais en fait, petit disclaimer, c'est un des sujets les plus difficiles, en fait, je crois, dans l'animalisme. C'est vraiment extrêmement complexe. Et aussi, vous allez le voir, parce qu'en fait, il y a plusieurs débats qui sont contenus en un seul. Et du coup, c'est presque le but principal, finalement, de ma conférence. C'est plutôt de mettre au clair un certain nombre de distinctions importantes et de distinguer chacun de ces débats qui sont en jeu quand on soulève cette question-là. Et aussi, après, de pointer dans la direction des recherches en cours sur chacun des sujets, mais sans forcément aller dans le détail de ce qui se fait, parce que sinon, ça ferait 3 conférences, en fait. Donc, voilà. Et je ne suis pas spécialiste sur aucune de ces questions, donc je vulgarise. Donc, il se peut que je dise des choses inexactes. J'ai fait de mon mieux pour bien préparer, mais si vous repérez des choses, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous aviez suivi cette controverse qu'il y a eu avec Aymeric Caron ? Aymeric Caron, c'est le premier député ouvertement antispéciste en France. Et il y a quelques années, il avait été interrogé sur Komodo et on lui avait posé cette question-là. Que fait-on si on est antispéciste et que l'on est attaqué par des moustiques ? Et en fait, il avait répondu, il avait essayé de répondre de façon un peu complexe. Et évidemment, ça avait mené à des déformations et à beaucoup de moqueries, parce qu'il avait dit que dans des pays où il n'y a pas de maladies graves qui sont transmises par les moustiques, et peut-être que en fait, c'est sûrement souhaitable de se laisser piquer. Ou parce que en fait c'est des mères, c'est les femelles moustiques qui viennent nous piquer, et donc il avait dit voilà, c'est des mères qui viennent chercher de la nourriture, donc peut-être qu'il vaut mieux se laisser piquer, et tout le monde s'était moqué de lui. Et je pense que ça soulève un point qui est intéressant, c'est que justement sur ces questions-là de comparaison entre des intérêts entre humains et autres animaux, en fait chez les antispécistes on n'est pas très bien outillés pour le moment pour bien répondre à ces questions, même pour avoir quelques éléments de réflexion à répondre quand on nous pose ce genre de questions extrêmement difficiles. Et je pense que c'est pour 2 raisons. Déjà parce que ça soulève des vraies questions complexes, des vrais défis éthiques, et aussi parce qu'on n'est pas forcément super bien informé des débats qui sont en cours, des réflexions sur ces sujets-là de comparaison interespèces. Donc le but, c'est de combler un peu ce gap et de vous montrer qu'il y a quand même des réflexions qui sont en cours et des recherches en fait sur ce débat-là. Et en fait, c'est aussi parce que la question de ce genre de comparaison, en fait, elle est relativement facile quand on compare des intérêts complètement négligeables du côté humain, typiquement manger tel burger plutôt que tel autre, avec des intérêts fondamentaux, des intérêts vraiment premiers d'autres animaux. Et donc c'est pour ça que quand en fait on parle de véganisme dans le cas alimentaire par exemple, ou dans d'autres cas d'exploitation, dans la plupart des cas en fait d'exploitation des autres animaux, en fait, on n'a presque pas à se poser la question de cette comparaison-là, parce que le gap est tellement gigantesque entre les intérêts qu'on compare qu'il faudrait être affreusement spéciste pour se dire que la question se pose. Il n'y a pas de dilemme moral en fait qui est soulevé. Et donc, le problème, c'est qu'il y a aussi des cas où les conflits d'intérêts sont plus difficiles à arbitrer parce qu'on parle d'intérêts qui sont globalement comparables. Et c'est ces cas-là qu'on va essayer de... Et c'est quand on nous pose ces questions-là, en fait, qu'on a plus de mal à arbitrer entre des espèces différentes. Et c'est pour répondre à ces questions-là que s'adresse cette conférence. Et pour voir donc en quoi ça peut être le cas, je vous demande d'imaginer, alors c'est pas très agréable comme expérience de pensée, mais ça pose bien la question du dilemme moral. Donc en gros, si un ou une humaine et une souris se noient et que vous pouvez en sauver qu'une des deux, lequel sauvez-vous ? J'ai pas envie de vous faire répondre en fait à cette question-là, mais de fait, et il y a eu des études sur le sujet, une très très grande majorité d'humains répondent qui sauve l'humain. Et moi, c'est ce que je ferais dans cette situation-là, à vrai dire, si elle n'est pas plus spécifiée, s'il n'y a vraiment aucun moyen de sauver les 2 personnes. Et toute la question dans ma conférence, c'est pourquoi et est-ce que c'est justifié de préférer de sauver l'humain ? Alors, du coup, cette question, elle soulève en fait un dilemme moral
Et la question au cœur de ma conférence, c'est comment comparer du coup les intérêts d'animaux d'espèces différentes. C'est vraiment le cœur, c'est cette question de la comparaison interespèces des intérêts ou du bien-être. Et le problème, c'est qu'en posant cette question, on pose en fait pas un problème, on pose une série de différents problèmes qu'on n'a pas toujours soin ou qu'on n'a pas toujours la connaissance de pouvoir distinguer. Et donc, en particulier, on soulève en fait ces 4 débats-là. Et le problème, c'est qu'en plus, ces 4 débats distincts mais connectés. Et en plus, il y a énormément de désaccords entre les spécialistes qui font des recherches pertinentes pour chacun de ces débats-là. Donc, je ne vais pas tout de suite les distinguer. Vous allez voir, je vais le faire au fur et à mesure de la conférence. C'est normal si vous ne comprenez pas bien les différences pour le moment. Donc, il y a la question des théories du bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Qu'est-ce qui constitue le bien-être fondamentalement? Il y a des questions de capacité de bien-être ou de mesure de bien-être. Et il y a une dernière question qui est davantage une question morale. Et c'est la question de quelle est la valeur morale justement de quantité égale de bien-être, sous-entendu quand c'est des individus différents, individus d'espèces différentes. Et donc, si je fais bien mon travail, c'est des questions complexes, mais si je fais bien mon travail dans cette conférence, normalement à la fin, ça devrait être beaucoup plus clair de pouvoir distinguer ces différentes questions. J'espère que ce sera le cas. Alors, pour commencer de façon un peu pédagogique, on va juste soulever la dernière question pour le moment, la question de la valeur que peut avoir, la valeur morale que peuvent avoir différentes quantités égales de bien-être. Et pour ce faire, c'est pratique de pouvoir poser ce principe. Est-ce que des personnes ici ont déjà entendu parler du principe d'égale considération des intérêts? Ok, une majorité de personnes. Est-ce que quelqu'un veut essayer de l'énoncer, de dire en gros de quoi il s'agit dans ce principe? Ah, je vois plein de têtes là. Non, non, non. Oui. Pour moi, ce principe, il dit que les intérêts de chacun comptent autant, a priori, et que notamment l'espèce n'est pas un critère pertinent pour juger, pour dire que certains intérêts valent plus que d'autres. Ok, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est un principe en fait qui a été formulé par le philosophe Peter Singer. Alors d'abord dans son livre très important La libération animale, publié en 1975, et après en fait il a élaboré ce principe, il l'a détaillé davantage avec beaucoup plus de finesse argumentative dans son livre Practical Ethics, qui est un livre d'éthique en fait plus généralement, mais où il parle notamment de cette question-là et d'éthique animale. Et donc le principe d'égale considération des intérêts, selon Singer, c'est que son essence, c'est que comme tu l'as dit, les intérêts, on doit leur accorder le même poids dans nos délibérations morales aux intérêts similaires de toutes les personnes affectées par nos actions. Et un tout petit peu plus loin, il explique, et c'est pour ça qu'il y a toutes les images de balance dans la conférence, c'est parce qu'il utilise cette image-là. Il dit le principe de l'égalité de considération des intérêts agit comme une balance qui pèse les intérêts de manière impartiale. Et la vraie balance favorise le côté où l'intérêt est le plus fort, ou lorsque plusieurs intérêts se combinent pour l'emporter sur un plus petit nombre d'intérêts similaires, mais elle ne tient pas compte des intérêts de qui elle pèse. Donc en fait, ce principe, il nous dit qu'on ne doit pas regarder à qui appartiennent les intérêts qu'on est en train de comparer, et en particulier, on ne doit pas regarder si c'est l'espèce en fait, des individus, on ne doit pas regarder d'autres choses arbitraires, biologiques, comme leur sexe ou leur genre, comme leur race au sens social. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas pertinentes quand on est en train de comparer des intérêts, et notamment l'espèce. Et justement, le problème, c'est que ce qu'on appelle le spécisme, ça enfreint en fait ce principe. Le spécisme, ça consiste justement à accorder plus de valeur morale aux intérêts humains par rapport aux intérêts des autres animaux. Et donc, ça nous fait, et même de façon très disproportionnée, comme je disais tout à l'heure, même des intérêts très minimes humains vont avoir plus d'importance que des intérêts fondamentaux d'autres animaux. Et du coup, notre intuition de sauver l'humain de la noyade plutôt que la souris, elle semble a priori potentiellement enfreindre ce principe. Mais en fait, et là je vais commencer à essayer de distinguer plusieurs questions en une, il y a différentes façons d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on se dit intuitivement qu'il faut sauver l'humain plutôt que la souris. Alors la première raison potentielle, c'est juste que c'est l'intuition spéciste. C'est une intuition spéciste injustifiée. On est dans une société spéciste, on a ces intuitions-là parfois, on peut essayer de s'en éloigner un peu, de réfléchir davantage, mais c'est très probable qu'en fait ce soit juste notre spécisme qui parle à ce moment-là. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Imaginons que ce choix-là qu'on peut faire de sauver l'humain plutôt que la souris soit justifié. Dans le cas où c'est justifié, en fait, il y a deux possibilités différentes. Soit c'est juste parce que les humains auraient un statut moral supérieur
à la souris. Donc là, en fait, c'est l'extrême inverse du principe d'égale considération des intérêts, c'est de dire que même si on a les mêmes intérêts d'un côté et de l'autre, eh ben on va dire que les intérêts des humains, ils comptent plus moralement, ils sont plus importants, et donc on va choisir l'humain plutôt que la souris. Et en fait, il y a une troisième possibilité, et qu'on n'a pas toujours en tête, mais qui est vraiment super importante de distinguer, c'est que ce qu'on peut croire comme en train de comparer des intérêts similaires, en fait, il se peut tout simplement que dans ce cas-là qu'on compare, il n'y a juste pas les mêmes intérêts qui sont en jeu. Ça sauverait l'idée que notre intuition, là, elle n'est pas spéciste, en fait, elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas injustifiée, parce que dans ce cas-là, entre guillemets, l'humain aurait plus à perdre en termes d'intérêt, en termes de bien-être, que la souris. Et là, ce serait une façon de faire en sorte que notre intuition qu'on peut avoir, elle soit en fait compatible avec le principe d'égale considération des intérêts. Donc voilà, dans les deux derniers cas, si même le deuxième cas est possible, notre intuition serait justifiée, et dans le premier cas, elle ne l'est pas. Du coup, je réinsiste un tout petit peu sur le fait qu'on ne pense pas toujours bien à identifier le fait que dans le principe d'égale considération des intérêts, on parle d'intérêts similaires. Et c'est pour ça aussi qu'on peut distinguer que parfois on nous dit, les antispécistes, ah mais pourquoi vous voulez appliquer l'égalité de traitement entre les humains et les autres animaux? Et en fait, on doit toujours rappeler que ce n'est pas une égalité de traitement qu'on défend, c'est une égalité de considération des intérêts. Mais pour ça, c'est qu'en fait, on doit être en train de considérer des intérêts similaires, justement. Et c'est toute la question de cette similarité des intérêts qui est soulevée dans cette conférence, et qui est difficile, en fait, parce que ça demande de pouvoir, du coup, comparer les intérêts qui sont en jeu. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais du coup, voilà, je veux vraiment que vous ayez en tête cette distinction entre les deux possibilités de hiérarchie de statut moral ou dissymétrie d'intérêt, de bien-être. Ce n'est pas les mêmes choses, et souvent elles sont confondues quand on parle de ça. Et avant de poursuivre, j'aimerais juste dire qu'il y a une quatrième possibilité, en fait, quand on soulève cette question, c'est de refuser le débat, de refuser le cadrage de cette question-là qui nous impose d'avoir à choisir, et même de mettre en garde sur la formulation de cette question, sur les implications potentielles que ça peut avoir en termes de justice sociale, et en particulier en termes de justice intra-humaine, de soulever même ces questions-là, de réfléchir en termes de hiérarchisation des vies et d'attribution de valeurs, de faire des échelles de valeurs. Il y a notamment des théoriciennes qui ont dénoncé le fait même justement de soulever ces questions-là, et notamment une théoricienne vraiment extrêmement intéressante qui s'appelle Sonora Taylor, qui a à subir l'oppression validiste, capacitiste, et qui a écrit ce livre vraiment incroyable, Brave bête, que je vous encourage fortement à lire, et qui analyse justement finement les liens, l'intersection en fait entre la question du spécisme, l'oppression des animaux, et la question du validisme, donc l'oppression des personnes handicapées ou en situation de handicap. Et donc elle écrit « Je ne souhaite pas en revenir à une approche exceptionnaliste de l'être humain qui n'accorde de valeur qu'à la vie humaine et pas à celle des animaux non humains. Faut-il pour autant considérer que les vies de tous les êtres sensibles se valent, ou que tuer un poulet est aussi répréhensible que tuer un humain? Je préfère laisser ces questions déstabilisantes sans réponse. » Elle refuse le débat, plutôt que de trancher en faveur des théories de la personne qui rabaissent les populations handicapées et les animaux non humains. Une chose qu'elle fait admirablement dans son livre, c'est de montrer en quoi les deux oppressions sont très souvent connectées, et en fait le spécisme passe souvent par une forme de capacitisme. En fait, on opprime notamment les autres animaux en utilisant le fait qu'ils auraient des moindres capacités par rapport aux humains. Et elle poursuit « Mieux vaut reconnaître qu'il existe des zones d'inconfort intellectuel, ces questions vouées à rester ouvertes pour une durée indéterminée, plutôt que de limiter notre compréhension morale dans le seul but de satisfaire un besoin de créer une échelle de valeur. Si nos théories nous mènent à ce genre de conclusion, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment bonnes ni abouties. Ces questions sont troublantes, certes, mais elles ne sont pas d'une importance telle que je doive y répondre. Être forcé de comparer les valeurs de différentes vies, c'est accepter comme évidente une hiérarchie philosophique. Au lieu de ça, je préfère soulever une autre question. Comment poser les bases d'un monde où choisir entre la vie d'un animal et celle d'un humain, handicapé ou non, est perçu comme un faux problème? » Voilà, les citations étaient un peu longues, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette quatrième possibilité en tête, que c'est pas anodin de soulever ces questions-là, et qu'il faut être particulièrement prudente quand on commence à parler d'échelle de valeur et de hiérarchisation des vies. Et donc, ça met bien en garde sur le fait que dans ce débat, un des risques majeurs, c'est justement une fragilisation de l'égalité humaine. Malheureusement, je ne sais pas à quel point, je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette quatrième possibilité, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le luxe de pouvoir se passer de la réflexion des comparaisons interespèces. Parce qu'en fait, quand elle dit dans sa dernière phrase « il faut poser les bases d'un monde où on n'est pas à choisir entre les vies humaines et les vies animales »,
malheureusement, j'ai l'impression que ces conditions sont jamais remplies. En fait, on est dans un monde tel qu'il est, où les conflits d'intérêts sont omniprésents, sont permanents et sont inévitables. Et donc, vu qu'il y a des conflits d'intérêts, vu qu'on est forcé de se... Alors peut-être pas on n'est jamais dans des situations où on est sauver un humain ou sauver une souris, ça c'est des expériences de pensée, ça se formule jamais comme ça. Mais en fait, on est très souvent quand même à devoir prendre des décisions collectivement en tant que société qui impliquent de devoir faire des comparaisons interespèces. Et donc, quitte à devoir les faire, je pense qu'il vaut mieux les faire en ayant la justice en tête, en étant le plus informé possible pour faire les choix les plus égalitaires, les plus justes. Voilà, il faut réfléchir aux façons de pouvoir départager les intérêts pour que d'autres n'aient pas à le faire sans avoir les comparaisons interespèces les plus justes en tête. Et donc, il y a un ensemble de contextes en fait, où connaître, savoir raisonner en termes de comparaison interespèces peut être utile. C'est ce que fait Bob Fisher au début de son livre. Alors c'est un livre collectif en fait, c'est pas que Bob Fisher, mais il rappelle collectivement les autoristes qu'il y a un ensemble de contextes dans lesquels ça peut être intéressant de pouvoir appliquer des comparaisons interespèces. Par exemple, le domaine de la recherche, en fait, il y a quelque chose d'embêtant, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la règle des 3 R, qui est une règle qui est censée réduire le nombre d'animaux, la quantité de souffrance en fait, impliquée dans l'expérimentation animale. Et donc, un de ces 3 principes, un des 3 R, c'est le remplacement. Et normalement, c'est remplacer l'expérimentation sur des animaux par des méthodes alternatives. Et en fait, il se trouve que certains chercheurs ont trouvé que ce remplacement pouvait se formuler en termes de remplacement entre espèces. Et donc ça veut dire, ils se sont dit, on va remplacer les souris sur lesquelles on expérimente par des poissons zèbres. Et donc là, en fait, ils le font, ce choix de comparaison interespèces, et ils le font en remplaçant une souris par un nombre gigantesque de poissons. Et donc là, nous, si on veut pouvoir contre-argumenter par rapport à ça et dire, bah là, c'est peut-être une mauvaise idée de faire ça, et en fait, ça ne va pas du tout dans le sens et dans l'intention des 3 R, il faut qu'on puisse déterminer comment comparer les intérêts, justement, le bien-être entre une souris, des rats, et entre les poissons zèbres. Il y a un autre contexte, voilà, il y a un ensemble d'autres contextes, par exemple les interventions dans le cadre de ce qu'on appelle la conservation compassionnelle, où on doit essayer d'intervenir pour préserver les écosystèmes, mais en essayant de causer le moins de tort possible. Là, c'est aussi des situations où, de fait, les conséquences, il y a des conséquences sur un ensemble d'espèces différentes, notamment par les réseaux trophiques, des relations de prédation qui sont peut-être réintroduites ou aggravées. Et là, il faut aussi qu'on puisse avoir la panoplie générale de qui sont les individus affectés et à quel point et quels sont les intérêts en jeu pour pouvoir donner les meilleures préconisations. Il y a aussi, et ça je pense que ça vous intéresse particulièrement, un enjeu pour l'altruisme efficace. En fait, quand on cherche à intervenir pour réduire au maximum les souffrances des animaux, on a envie de pouvoir intervenir de la façon la plus efficace, qui va réduire au maximum les souffrances. Et donc, pour savoir ce qui réduit le maximum de souffrance, il faut aussi pouvoir comparer entre espèces pour savoir combien d'individus de telle espèce par rapport à combien d'individus de telle espèce et tel pourcentage d'amélioration du bien-être. Voilà. En fait, on n'arrive même pas à commencer à réfléchir à ces questions-là si on n'a pas un minimum d'informations sur les comparaisons, sur les intérêts des différentes espèces en jeu. Et enfin, moi je trouve qu'il y a aussi un bénéfice stratégique pour nous dans la bataille culturelle, c'est-à-dire la lutte pour faire avancer les idées, dénoncer le spécisme et faire avancer les idées antispécistes. Comme c'est quelque chose, comme on l'a vu avec Émeric Caron, qu'on nous oppose très régulièrement, c'est pas mal de montrer qu'en fait, on prend le problème à bras-le-corps, qu'on considère que oui, c'est des questions effectivement complexes, mais qu'on a un début de réflexion sur comment y répondre et d'avoir des choses en fait à répondre et pas juste que ça semble dans le débat être comme fin du débat, mort par chaos, parce qu'on n'a plus rien à répondre à ces questions quand on n'a pas d'idée de comment. Au moins, on peut dire, en fait, il y a des recherches sur la question, c'est une question très complexe, mais voilà où est-ce qu'on peut trouver des pistes pour commencer à réfléchir sur ces questions-là. Voilà, donc c'est ce qui justifie que je fais ma conférence malgré la mise en garde de Sunora Taylor, mais que je vous invite quand même fortement à lire et à prendre au sérieux. Et donc le plan en fait suit les 3 situations que j'ai distinguées tout simplement. Donc la première possibilité, quand on sauve l'humain plutôt que la souris, c'est peut-être juste une intuition spéciste. Et en fait, il y a des recherches qui cherchent à répondre justement à cette question-là.
sur en fait la nature de nos intuitions, parce que toutes nos intuitions morales ne se valent pas en fait. Et heureusement, parce que il y a toujours, on s'appuie énormément quand on réfléchit à des questions éthiques sur un ensemble d'intuitions qu'on a, et on essaye au maximum d'avoir une forme de cohérence d'ensemble de toutes nos intuitions, et c'est ce qui en général nous dit qu'on commence à bien faire les choses et à avoir les bonnes conclusions. C'est quand l'ensemble de nos intuitions sont plus ou moins cohérentes. Et le problème, c'est que ça n'arrive pas souvent, et qu'on le voit dans les débats en fait en philosophie morale. Il y a énormément de philosophes qui se renvoient à des intuitions contraires, contradictoires. Et donc parfois, on a une impression, et ça a été le cas dans le débat sur la question de la légitimité ou la justification du spécisme en éthique. On a atteint un moment où en fait, on avait juste des philosophes qui se disaient « Ah mais non, moi j'ai une intuition spéciste », et les philosophes en face qui disaient « Bah non, il faut avoir une intuition égalitariste ». Et ça donnait l'impression qu'il y avait une forme d'impasse dans le débat. Et donc une façon de dépasser cette impasse qui n'est qu'apparente, c'est de s'interroger, est-ce que les deux intuitions en cause là sont également justifiées, sont également valables? Et de fait, non, en fait, il y a des intuitions qui sont moins valables que d'autres. Et c'est une question à laquelle a beaucoup réfléchi le philosophe François Jacquet, qui est professeur à l'université de Strasbourg, professeur en éthique. Et en fait, il a défendu un type d'argument qu'on retrouve en philosophie qui s'appelle les debunking arguments. Donc le fait, pour poser ça, il explique que justement la méthode principale en éthique pour essayer d'atteindre des conclusions à peu près robustes, c'est un équilibre réfléchi, c'est-à-dire on réfléchit longuement par un ensemble d'expériences de pensée, on voit où vont les implications et on essaie de trouver lesquelles de nos intuitions tiennent le moins par rapport à l'ensemble cohérent qu'on essaie de construire des intuitions. Et donc dans ce cadre-là de réflexion, il y a des intuitions comme l'intuition, comme je vous le disais, égalitariste, donc en fait le principe d'égalité de considération des intérêts. Et il y a d'autres intuitions, par exemple l'intuition spéciste, et dans ce cas-là, on a deux intuitions qui sont littéralement incompatibles, incohérentes entre elles, et donc il faut pouvoir choisir entre les deux, il faut savoir laquelle on garde pour avancer dans le débat. Et une façon d'avancer dans le débat, c'est justement ces debunking arguments. Donc en fait, le principe, je suis désolé, il n'y a pas de bonne traduction de debunking arguments, du coup je continue à le dire en anglais. Et l'idée de debunking arguments, c'est qu'on montre qu'une intuition est injustifiée parce qu'elle est causée par un processus causal non fiable. Donc l'idée, c'est par exemple que si je disais je vais choisir si les espèces sont égales ou si le spécisme est juste en tirant au dé. Et si ça tombe sur un, le spécisme l'emporte, et si c'est autre chose, c'est l'antispécisme. Bon, ça, si j'avais cette méthode-là pour déterminer mes intuitions morales, je pense que vous êtes d'accord que comme ça repose sur le hasard, c'est un processus qui est non fiable. Donc, en fait, c'est ce genre de processus, alors évidemment pas tirer des dés, mais c'est pour vous donner une idée que si on identifie que telle intuition est causée par un de ces processus qui semblent en fait dus à des choses, à des processus qui ne suivent pas la vérité, qui ne produisent pas de la vérité, même qui peuvent produire des croyances fausses, ou qui, quand elles tombent sur la vérité, le font plus ou moins au hasard, ou c'est un coup de chance, et c'est un bon argument pour se dire, du coup, cette intuition-là n'est pas justifiée. Parce que si c'est fait par un processus qui aurait pu tout aussi bien tomber sur une autre, on peut légitimement douter en fait, de cette intuition-là. Et c'est précisément ce qu'applique François Jacquet à la question de l'intuition spéciste. Il le fait par deux arguments différents, je vais vous parler d'un des deux. Il met en évidence, en fait, il s'appuie sur toute une littérature en psychologie sociale qui montre comment un processus mental qu'on appelle la dissonance cognitive, en fait, est responsable en grande partie de nos intuitions spécistes. Donc la dissonance cognitive, c'est l'idée qu'on peut avoir un ensemble de croyances qui sont incohérentes avec nos comportements. Typiquement, si on a une croyance égalitariste normale qu'on devrait avoir d'égalité entre les animaux, mais qu'on mange des animaux par ailleurs. Là, il y a une incohérence entre nos intuitions et nos comportements. Et il y a deux façons de résoudre cette incohérence qui crée en fait, du malaise qui est très inconfortable. Il y a, soit on change les comportements et on les met en adéquation avec nos principes, avec nos intuitions. Soit, et c'est très souvent en fait, ce qu'on a tendance à faire plutôt, ça se fait inconsciemment, c'est on change plutôt les intuitions et on essaie de faire s'adapter nos intuitions à la réalité de nos comportements pour ne pas avoir à changer. Et donc, quand on fait ça, en fait, ça veut dire qu'il y a un impact du processus de la dissonance cognitive sur nos intuitions. C'est-à-dire qu'en fait, ça produit en nous, dans notre tête, des intuitions spécistes pour venir réduire la dissonance cognitive et mettre en fait nos intuitions en adéquation avec nos comportements. Et donc ça montre bien qu'en fait il y a un processus causal qui est montré par un ensemble d'études qui va de la dissonance cognitive vers
les intuitions spécistes. Et en fait, ces études montrent que des personnes qui, justement, ont choisi l'inverse, qui ont choisi de mettre leur comportement en adéquation avec un principe égalitariste, ont beaucoup moins de croyances spécistes. Et donc, il utilise ça pour dire, effectivement, on peut identifier un lien causal entre la dissonance cognitive et l'intuition spéciste. Donc, le debunking argument s'applique. La dissonance cognitive, c'est pas un processus fiable, c'est un processus aveugle à la vérité qui produit des croyances fausses. On le voit par exemple pour les gens qui fument, par exemple, ils vont avoir la même tendance à produire à se raconter des fables, en fait, à se dire que bon, mais peut-être qu'en fait, il y a des avantages certains à fumer parce que ça me rend plus sociable, ou peut-être que les études qui disent que il y a des impacts négatifs sur la santé sont peut-être pas si bien fondées. Enfin voilà, on voit dans d'autres contextes comment la dissonance cognitive peut produire des intuitions fausses, et donc on voit bien que c'est un processus non fiable, et donc que l'intuition spéciste est finalement mise en doute. Et comme on avait deux intuitions incompatibles, et qu'on a toujours les mêmes raisons pour défendre l'intuition égalitariste par ailleurs, qui reste cohérent avec un ensemble d'autres principes moraux qu'on a, d'égalité dans plein d'autres contextes, si on met en doute l'intuition spéciste, on a de bonnes raisons de privilégier l'intuition égalitariste. Donc c'est une façon d'avancer dans ce débat-là et d'identifier lesquelles de nos intuitions sont finalement injustifiées. Et il y a un deuxième type d'argument qui est aussi un debunking argument, mais qui s'appuie davantage sur l'évolution, sur un processus qui s'appelle le tribalisme. Je ne vais pas développer davantage, mais vous pourrez aller lire l'article en question si ça vous intéresse, mais c'est la même structure d'argument, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est pour vous pointer dans la direction des recherches qui existent sur comment est-ce qu'on identifie lesquelles de nos intuitions sont justifiées ou pas. Maintenant, si on revient à notre situation, je sauve l'humain plutôt que la souris, la deuxième possibilité que j'avais pointée du doigt, c'est l'idée de la hiérarchisation des statuts moraux. Donc ça, c'est une possibilité du moins théorique dans le débat. Je ne dis pas que c'est forcément justifié de penser ça, mais juste, ça nous permet de bien distinguer deux situations, quitte à dire à la fin que en fait, celle-là ne tient pas. Je vous mets tout de suite en garde que je n'adhère pas beaucoup à cette théorie-là. Et donc, en fait, ce serait un cas où il y a effectivement des intérêts similaires qui sont en jeu entre l'humain et la souris, mais où on choisit de privilégier les intérêts humains. Donc en fait, c'est vraiment une situation qui est spéciste et qui va à l'encontre du principe d'égale considération des intérêts. Mais imaginons si le monde était ainsi fait qu'il y a effectivement une hiérarchie de statuts moraux entre les animaux selon leur espèce. Et donc, il y a en fait, qui a défendu cette thèse-là, il y a ce philosophe, Shelley Kagan, qui aimait beaucoup donner ses cours en étant assis sur son bureau en bas de l'amphi, et qui passait tout son cours assis comme ça à discuter et à improviser son cours, et qui a écrit ce livre en 2019, il me semble, How to Count Animals, comment compter les animaux, plus ou moins, et où il défend justement un argument, une position qui revient à rejeter le principe d'égale considération des intérêts et à dire que, eh ben oui, effectivement, c'est beaucoup plus intuitif pour tout le monde de faire des hiérarchies entre les intérêts selon les espèces des individus qu'on considère. Et donc en fait, là, je vous donne juste, c'est un peu du jargon philosophique, mais ça permet de distinguer les positions. Lui, ce qu'il défend, c'est une position hiérarchique par rapport à une position qu'on appelle unitariste. Donc en fait, la position unitariste, c'est celle qui est compatible avec le principe d'égale considération des intérêts, c'est-à-dire que s'il y a tel intérêt, X intérêt ou unité de bien-être d'un individu de telle espèce est équivalente d'un point de vue moral à X, au même nombre d'unités de bien-être ou d'intérêt d'une autre espèce. Ça, c'est l'unitarisme. Et lui, il défend une conception hiérarchique qui, au contraire, dit que les intérêts des humains comptent davantage que les intérêts d'une souris. Et en fait, il fait toute une hiérarchie entre toutes les espèces. On peut aller plus loin. Compte davantage que les intérêts d'un poisson, que les intérêts des insectes, etc. Et donc, l'idée, c'est que ce qu'il défend, c'est que presque, en fait, il part du principe que les animaux humains ont un statut moral complet. Ils sont à 1. Donc, on les compte pleinement. Et en fait, on va faire un discount en mettant un coefficient qui est entre 0 et 1 devant les intérêts qu'on considère des animaux d'autres espèces. Donc, vous voyez à quel point c'est anthropocentré en partant du principe que c'est les humains qui vont avoir le statut moral maximum. Et après, pour les autres espèces, on met un coefficient plus ou moins justifié. Voilà, il tente de justifier un peu, de donner des pistes. Et en fait, c'est plus complexe que ça dans son argumentation. Il met des coefficients à plusieurs endroits. Mais vous voyez fondamentalement l'idée que quand on multiplie par un nombre entre 0 et 1, ça va réduire en fait en pourcentage les intérêts qui étaient pris en compte.
Donc il y a des limites certaines en fait à cette position hiérarchique, notamment. En fait, ça semble complètement arbitraire. Et déjà, l'idée des coefficients semble vraiment arbitraire. On dirait que c'est quelque chose de très ad hoc en fait pour venir justifier nos intuitions spécistes. Et du coup, en fait, son argumentation, comme elle part du principe d'essayer d'accommoder les intuitions spécistes qu'on a, elle est finalement sujette au debunking, aux arguments, debunking arguments de François Jacquet, de dire, en fait, on n'a pas raison de se faire confiance à partir de cet argument-là. Et aussi, un autre problème de cette conception hiérarchique, c'est que ça hiérarchise pas seulement entre humains, ça invite finalement aussi à fragiliser l'égalité humaine en établissant aussi une hiérarchie au sein des humains, parce que le problème, c'est que la façon dont ils justifient les hiérarchies, les différences de statut moral, c'est en s'appuyant sur des capacités différentes qui sont inégalement réparties parmi les humains. Et donc, en fait, des capacités qui semblent arbitraires et qu'on rejette comme fondement d'un traitement différentiel entre humains en viennent à être relégitimées pour pouvoir sauver finalement la supériorité des humains. Et donc, en fait, c'est une deuxième raison pour laquelle c'est extrêmement délicat. Et en fait, vraiment, ça semble l'option la moins tenable des trois de défendre cette hiérarchie. Oui. Comment sont calculés les coefficients? Enfin, c'est quoi qui est pris en compte dans ce calcul? Alors, j'ai plus précisément les choses en tête, d'autant qu'il en met à plusieurs endroits. Il dit, en fait, on peut mettre un coefficient pratiquement à chaque décision morale qu'on fait, en disant qu'à chaque fois, l'espèce va avoir un impact qui va réduire, selon l'espèce, les différentes situations. Et je voulais, c'est ce coefficient-là, du coup, imaginons un quart, un coefficient. Comment est-ce que le coefficient va être calculé? C'est quoi on se raconte qui dépend de quoi selon lui? L'intuition, en fait. Il se base beaucoup sur l'intuition pour dire, intuitivement, on se dit qu'un humain vaut X individus d'autres espèces que X individus d'autres espèces. Voilà. Il se dit, c'est ce qui permet le plus d'accommoder nos intuitions, de dire, personne ne serait prêt à dire que les intérêts d'un humain sont égaux aux intérêts d'une souris. Et donc, on va se dire, combien il faudrait de souris ou torturées pour atteindre la torture d'un humain. Et c'est vraiment le problème, en fait, de cette réflexion, c'est qu'elle cherche à accommoder nos intuitions spécistes. Du coup, c'est statistique ou c'est lui qui imagine que c'est un certain nombre de trucs? C'est lui, il s'appuie beaucoup sur ses propres intuitions et c'est une deuxième limite en fait, c'est qu'il y a une très grande variabilité des intuitions qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été montrées, qui sont citées dans le livre à paraître collectif de notamment Bob Fisher, où en fait il y a des gens qui ont une intuition complètement non spéciste, de dire non, il faut compter les intérêts à égalité. Il y a des personnes donc humaines qui sont interrogées qui disent faut complètement hiérarchiser, genre ça compte pour zéro les autres animaux. Et donc en fait il y a toute la gamme des intuitions entre antispécisme complet et spécisme total. Et il y a une très très grande variabilité de nos intuitions. Donc c'est une raison supplémentaire pour se dire en fait, du coup, affirmer sa propre intuition pour mener un argumentaire sans la remettre en question, ça semble pas très fondé si tout le monde va être, personne va être d'accord et tout le monde va avoir ses propres intuitions différentes sur la question. Et donc la dernière, vu que c'est l'option la moins tenable des trois, la dernière possibilité que j'avais identifiée, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de comparer des intérêts similaires et que c'est une situation potentiellement où les humains, l'humain en l'occurrence, a plus à perdre que la souris. Et donc, ça nous demande de pouvoir justement comparer les intérêts. Et c'est quelque chose qui, du coup, sauve, entre guillemets, l'application du principe d'égale considération des intérêts. Parce que, en fait, on n'est pas en train je devrais toujours dire principe d'égale considération des intérêts similaires, justement, parce qu'on n'est pas en train de comparer des intérêts similaires, ça sauverait ce principe. En fait, ça va même plus loin que sauver et être compatible avec ce principe, c'est que l'application correcte du principe d'égale considération des intérêts similaires présuppose qu'on puisse justement savoir quels intérêts sont similaires. Et donc, en fait, ça présuppose qu'on puisse comparer les intérêts entre individus de différentes espèces. Donc, on peut presque dire qu'une conséquence, pas logique, mais une conséquence dans la recherche des réponses qu'on veut avoir en éthique de ce principe est qu'on puisse justement avoir une idée de comment déterminer quand les intérêts sont réellement similaires et comparables. Et donc, pour ce faire, il est temps d'en arriver un peu aux distinctions de bien-être. Là, c'est pour dire que dans ce cas-là, en fait, on n'est pas en train, la balance n'est pas égale. La balance, elle penche d'un côté parce qu'il y a plus d'intérêt d'un côté que de l'autre. Et c'est pour ça que ça n'enfreint pas le principe d'égale considération des intérêts. Et donc, pour pouvoir comparer les intérêts, donc là, exprimé en termes de bien-être, là, tout ce que je dis pour la suite, si jamais ça présuppose une considération, une théorie hédonique du bien-être.
en fait, bien-être défini comme des plaisirs et des souffrances. Donc pour distinguer ça, en fait, il y a 3 choses à distinguer, et vous en faites pas, je vais les prendre une par une. Il y a l'échelle de bien-être, les capacités de bien-être et le bien-être effectif. Donc vous en faites pas, ça va être très clair, beaucoup plus clair très vite. Mais en fait, si on compare le bien-être à de l'eau, les capacités de bien-être, c'est comme les sauts. En fait, les individus peuvent être des plus grands sauts que d'autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir en nous plus ou moins de plaisir ou de souffrance selon les individus et peut-être selon les espèces. On peut accueillir finalement plus ou moins de bien-être. Donc en fait, si on se fait un peu une histoire de la vie d'un animal, disons, bah peut-être que son profil de bien-être, ça peut ressembler à ça au fil du temps. Où des fois, on est dans du bien-être, vrai bien-être positif, des fois, on est dans des souffrances, en fait, du bien-être négatif. Et puis, on oscille un peu comme ça. Et donc, en fait, ça, c'est un peu le profil de bien-être. Et en fait, il faut distinguer plusieurs choses. Dans ce profil-là, il y a la question de à quel point on peut aller haut et bas. À quel point on peut monter en bien-être, en plaisir, ou descendre en souffrance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gamme ou l'échelle de bien-être. Et il se peut, et c'est même plausible, qu'elle soit différente entre les espèces. C'est-à-dire que, par exemple, les humains peuvent avoir des plaisirs plus intenses, plus forts, et à l'inverse des souffrances plus intenses, plus fortes, que des rats ou que des animaux d'autres espèces. Donc ça, c'est l'échelle de bien-être, à quel point on peut... c'est en fait le maximum et le minimum de bien-être qu'on peut avoir. Et pour atteindre la capacité de bien-être, ce qu'on fait, c'est que, en fait, quand on parle d'échelle de bien-être, c'est à un moment donné. À un moment donné, vous pouvez être au max ou au minimum à telle valeur ou à telle valeur. Et pour avoir la capacité de bien-être sur votre vie, ce que vous faites, c'est que vous multipliez chacune de ces échelles de valeurs sur la durée de vie, en fait, de l'individu. Et ça vous donne la capacité de bien-être, c'est-à-dire combien, en tout, dans notre vie, on peut avoir accumulé de bien-être ou accumulé, à l'inverse, de souffrance, en multipliant tout ça. Et ça nous donne un peu quelque chose comme ça, où on peut avoir une vie plus courte, mais qui, comme on avait des échelles de bien-être plus étendues, et ben en fait, on peut avoir accumulé potentiellement plus de bien-être qu'une personne qui a vécu plus longtemps, mais qui avait une échelle de bien-être plus restreinte. Et ça, c'est encore distinct parce que c'est les capacités de bien-être. Du coup, c'est un moment T où c'est en fait le maximum et le minimum dans lequel on va pouvoir se placer. Ça, c'est la capacité de bien-être, mais ça ne nous dit pas le bien-être effectif. On peut avoir la possibilité d'avoir énormément de plaisir dans sa vie et en fait passer toute sa vie tout en bas, avoir énormément de souffrance. Donc, en fait, ça ne nous dit pas encore quel va être le bien-être effectif des individus. Et c'était la 3e chose à distinguer, c'est le bien-être effectif, c'est-à-dire ça, en fait. Ça, le bien-être oscille dans la capacité de bien-être globale de l'individu, au milieu. Voilà. Est-ce que du coup c'est clair entre ces 3 distinctions, échelle de bien-être à un moment T, capacité de bien-être sur la vie entière, et bien-être effectif qui peut être calculé à un moment T, un moment T où est-ce que vous êtes plus ou moins haut, et ça peut aussi du coup être additionné au fil de votre vie, quel a été votre bien-être total. Donc le bien-être effectif. Voilà, j'espère que c'est un peu clair, ces distinctions qu'on n'avait pas toujours en tête, je crois. Et une fois qu'on a bien distingué tout ça, on peut en venir à un projet très intéressant qui a été mené justement par le philosophe dont je vous parlais, Bob Fisher notamment, et des collègues au sein de l'organisation Rethink Priorities. Et ils ont mené ce qu'ils ont appelé le Moral Weight Project Sequence, donc la séquence le projet en fait de poids moraux, et qui en fait est un projet de comparaison interespèces qui soulève justement cette question, toutes les questions et les différents débats qu'on distingue dans cette conférence. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a une série en fait de posts. Là, c'est en fait un sommaire qui résume, qui regroupe tous les posts sur le EA Forum, donc le forum de l'altruisme efficace en anglais, qui justement donne le résumé, le résultat de toutes ces recherches qui sont extrêmement intéressantes et qui ont été menées au fil des années. Mais notamment, il y a 1 an, il y a eu une nouvelle séquence, un nouveau financement pour faire avancer ces recherches-là. Et le livre qui va paraître, en fait, est le fruit de ces recherches. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de vous dire la méthodologie qui a été employée et les résultats, parce que ça prendrait encore énormément de temps. Et le but, c'était surtout d'être clair sur les distinctions, de clarifier tous les enjeux et les choses qu'il y a à distinguer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il en ressort que c'est incroyablement difficile, en fait, comme projet. Et que, du coup, pour avancer dans ce débat-là, parce que sinon, on ne sait pas où partir, tellement c'est
incroyablement difficile de se dire comment on va comparer les intérêts d'individus d'espèces différentes. Bah, pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont dû faire un ensemble de choses. Déjà, ils ont dû non pas mesurer le bien-être effectif de différentes espèces, mais en fait se dire on va essayer de trouver des indicateurs de leur capacité de bien-être. Et comme ça, après, on pourra faire un peu des calculs de si leur vie se passe au mieux possible, bah, on sera là, parce que la capacité de bien-être va jusque-là au maximum, ou si, par exemple, des crevettes sont dans la pire vie possible pour elles, et ben, ça veut dire que ça descendra jusque-là et que ce sera ça le minimum de bien-être qu'elles peuvent avoir, ou le maximum de souffrance, en fait, à l'inverse. Et donc, ça permet quand même d'avoir déjà des estimations selon comment on estime par rapport à leur propre vie que les animaux vivent finalement dans différentes conditions. Si on se dit, bah, on réduit de moitié la souffrance en passant de tel élevage concentrationnaire à un élevage un peu plus extensif, avec plus de place et peut-être un peu moins de mal-être, et ça veut dire qu'on va augmenter de tant de valeur et qu'on pourra comparer, une fois qu'on aura les différentes capacités de bien-être entre les espèces, combien on a, entre guillemets, fait gagner, combien on a supprimé de souffrance ou fait gagner de bien-être. Deuxième chose, c'est qu'ils recourent non pas à un calcul effectif du bien-être, parce qu'en fait, il y a toujours les mêmes difficultés avec la sentience, avec le bien-être, c'est que c'est pas directement mesurable. Et donc, ce qu'ils font dans leur méthode, je le dis très rapidement, et en fait, ils identifient des indicateurs qui peuvent indiquer la présence plus ou moins de capacité de bien-être. Et donc, ils font le sommaire après de tous les indicateurs et ils essaient d'en tirer des estimations. Des comparaisons que vous voyez, c'est très indirect en fait comme méthode. Et pour même pouvoir commencer à réfléchir à la question, ils sont obligés de faire un ensemble d'hypothèses simplificatrices pour pouvoir même commencer l'étude de la question. Donc l'unitarisme dont on a parlé plus tôt, eux, ils présupposent que oui, que des intérêts similaires se valent moralement. Ils présupposent une théorie hédoniste du bien-être. Donc c'est l'idée qu'on calcule le bien-être en faisant la somme des plaisirs dans une vie et en soustrayant les souffrances, tout simplement. Et il y a un principe aussi de symétrie de la capacité de bien-être. C'est quelque chose que j'ai pris pour évident jusque-là, mais qu'on peut monter aussi haut qu'on ne peut descendre en souffrance, en fait. Alors que ça n'a rien d'évident, en fait. Hein. On pourrait imaginer qu'on peut éprouver 2 fois plus de souffrance à un moment T que de plaisir. C'est possible. Oui. Et du coup, pour l'unitarisme, c'est un peu bizarre parce que ça dépend de ce qu'on entend par unité de bien-être. Par exemple, si c'est le niveau de dopamine ou je sais pas quoi, on pourrait avoir des différences biologiques qui font que cette hypothèse est fausse. Je sais pas, ça me paraît logique que si cette unité, elle est définie sur quelque chose qui dépend de l'espèce notamment, Oui. ça pourrait avoir des conséquences du genre, bah, ouais, telle espèce n'a pas la même unité de bien-être que l'autre espèce. Enfin, je ne sais pas comment ça. Effectivement, ouais, c'est intéressant ta question parce qu'un présupposé que j'ai pas voulu vous donner, mais qui est supplémentaire, qui est présupposé par toute la réflexion, c'est qu'on peut comparer, qu'il y a une forme d'échelle objective entre tous les individus partout, de toutes espèces, une échelle objective de valeur de bien-être. Et donc ça présuppose qu'on peut trouver finalement que c'est calculable en fait, que c'est calculable et que c'est comparable entre espèces, les niveaux de bien-être. Et tu sais quelle unité ils utilisent eux, ou quelle unité ils veulent utiliser, des choses comme ça? En fait, ils n'ont pas besoin de fixer d'unité parce que ce qu'ils disent, c'est que c'est à déterminer finalement dans chaque contexte selon les besoins pragmatiques qu'on a. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si on réfléchit au bien-être moyen des poulpes actuellement, en fait, ça ne nous donne pas la réponse qu'on cherche si on est en train de réfléchir à quel point ils perdraient en bien-être ou ils auraient plus de souffrance dans des élevages de poulpes intensifs comme il y en a en projet actuellement. Vu qu'en ce moment, il n'y a pas encore d'élevage de poulpes intensifs qui existe, en fait, ce qu'il faut comparer, ce n'est pas le bien-être moyen des poulpes actuelles, mais le mal-être finalement qui pourrait être enduré par ces nouvelles conditions. Et donc, c'est par rapport à cette comparaison-là que ça fait sens de fixer une unité et d'essayer de comparer. C'est des décisions pragmatiques à chaque fois, parce que la capacité de bien-être, elle est définie comme le maximum ou le minimum que tu peux ressentir, mais en fait, ce peu, il est à déterminer dans chacune des conditions. Parce que sinon, théoriquement, on peut toujours aller plus haut, quoi. C'est intéressant du coup parce qu'il n'y a pas d'unité de bien-être globale. Du coup, par exemple, c'est aussi nous qui fixons quels sont les différents, par exemple, donc, animaux qu'on va comparer. Donc, par exemple, des cas borderline entre animaux, végétaux, des choses comme ça. C'est à nous de dire, bon, ça c'est un animal et on va utiliser cette méthode, et ça c'est pas un animal, c'est dommage. Tout ça, ça présuppose toujours qu'on est en train de comparer entre des individus qui sont sentients.
Donc en fait, la condition même de pouvoir avoir du bien-être dans cette théorie-là, mais en fait en général, c'est d'être sentient, parce que ça présuppose, ils partent de l'hédonisme et de l'idée que ce qu'on cherche à comparer, c'est des niveaux de bien-être subjectifs, c'est-à-dire des expériences positives ou négatives, donc des expériences sentientes en fait. Donc dans les cas borderline, si en fait c'est pas sentient, c'est toujours conditionnalisé en fonction de la sentience. Du coup, en fait, ok, ça part de, si on a un animal qui est sentient, c'est-à-dire qu'on sait déjà distinguer ses sentiences positives et ses sentiences négatives, et on peut utiliser ces sentiences-là pour calculer le bonheur et faire des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Oui. J'ai une question similaire sur l'unitarisme. À partir du moment où on définit un minimum et un maximum de bien-être qui sont différents par espèce, enfin, qu'est-ce que ça change de toute façon d'avoir la même unité? Puisque ça changer l'unité, ça va juste ajouter un degré de complexité qui n'apporte rien en fait. Bah, si, parce que par exemple, dans ce cas-là, imaginons qu'en rouge, c'est les intérêts des humains, et en bleu, c'est les intérêts du coup, d'individus qui vivent plus longtemps que les humains, je ne sais pas, les éléphants par exemple. Et bah, si en fait l'éléphant est à son maximum de bien-être et que l'humain est à son tiers de bien-être, là on est en train de comparer des intérêts similaires. Et donc, ça veut dire que si on est dans cette situation-là de comparaison, là on ne fait pas plus de différence, on dit bah, les intérêts sont similaires. Donc on n'a pas à compter plus ou moins. L'unité de bien-être, ça correspond par rapport qui va être égal, on considère qu'il y a la même distance entre minimum et maximum alors? Non, en fait, c'est là où l'unitarisme, c'est le poids moral que tu donnes aux intérêts, une fois que tu les as déterminés. Et là, la question que tu dis, c'est à quel point il y a beaucoup, plus ou moins d'intérêts, en fait, plus ou moins de bien-être. Imaginons, les humains, ils peuvent avoir un bien-être entre moins 10 et 10. Et les éléphants, entre moins 5 et 5. Disons à un instant donné. Du coup, c'est une fois que tu as fixé, il y a tel niveau de bien-être, il y a un bien-être de 4 chez l'éléphant et de 6 chez l'humain, là, il y a plus d'intérêt humain. Mais imaginons qu'on soit en train de comparer un bien-être de 4 d'un humain à un bien-être de 4 d'un éléphant, même si l'humain pourrait monter beaucoup plus haut en bien-être, là, on est en train de comparer des intérêts similaires. Et donc, si on applique l'unitarisme, là, il y a les mêmes intérêts, il y a le même poids en fait, d'un côté et de l'autre de la balance. Et donc, ce qu'on dit, c'est on ne fait pas plus de différence que ça, on n'applique pas un coefficient moral pour donner plus d'importance au bien-être de l'humain qui est en train d'être comparé. Quand on mesure des choses subjectives, quelle est la différence entre définir subjectivement que le maximum de l'humain c'est 10 et que l'éléphant c'est 5, ou que le bien-être de l'humain vaut 2 fois plus que l'éléphant? Ouais, je pense qu'il y a une confusion sur le sens subjectif là en fait. Quand je dis bien-être subjectif, c'est-à-dire que c'est ce qui est ressenti par les individus. Mesuré par des humains qui ne sont pas en train de Le présupposé, c'est quand même que tu peux en fait arriver à une caractérisation objective de ces états-là subjectifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas objectif au même sens. Il y a une façon objective, c'est-à-dire appuyer sur la science et où on peut finalement atteindre des résultats précis, de déterminer des états qui sont intrinsèquement subjectifs, des états, des expériences en fait positives et négatives. Et donc, je vous donne pas le détail de ni la méthodologie ni les résultats, mais ce qui en ressort, c'est que, et comme toujours en fait dans les recherches sur ces questions-là, il y a juste énormément d'inconnus. Donc en fait, toutes les cases alors normalement grisées, mais en fait blanches du coup ici, qui n'apparaissent pas. C'est quand on n'a pas de données ou qu'on n'a pas réussi à trouver des résultats. Et donc vous voyez que c'est en fait la majorité des indicateurs de welfare qu'ils ont trouvé où en fait on ne sait pas, il n'y a pas encore les recherches suffisantes pour le déterminer. Et là c'est un tableau du pourcentage d'informations pas connues selon les espèces. C'est assez gigantesque pour certaines espèces. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup d'inconnus et qu'il y a besoin de plus de recherche globalement. Voilà. Est-ce que maintenant, après la conférence, vous êtes au clair sur ces 4 choses qui sont vraiment à distinguer? Ouais. C'est-à-dire la théorie du bien-être, qu'est-ce que c'est le bien-être concrètement? Et eux, ils le disent, c'est les plaisirs et les souffrances. Donc ça, c'est l'hédonisme, c'est une certaine définition du bien-être. Après, les capacités de bien-être, à quel point on peut aller haut et bas en plaisir, en bien-être, en plaisir et en souffrance. Après, les mesures effectives de bien-être, qui ne sont pas les mêmes, où on peut rester tout en bas, on peut être tout en haut, on peut osciller, on peut avoir plus ou moins de bien-être dans cette gamme de capacités. Et enfin, la valeur morale qu'on attribue en plus après ça, et là, c'est plus une question empirique, c'est une question morale, c'est une question normative, la valeur morale qu'on attribue à des quantités égales de bien-être selon les espèces. Est-ce que c'est clair dans vos têtes, ça ?
Trop bien. Bah, c'était l'objectif principal de la conférence, donc c'est super. Je vous laisse avec quelques ressources si vous voulez aller plus loin sur chacun de ces débats-là. Donc il y a déjà une conférence de François Jacquet sur toute cette question des intuitions spécistes débunkées. Et là, il présente spécifiquement son argument par la dissonance cognitive, basé sur la dissonance cognitive. Il y a toute la série que vous pouvez aller lire si vous lisez l'anglais sur le EA Forum du Moral Weight Project. Et il y a un ouvrage collectif à venir, je ne sais pas quand ça sort, mais je peux déjà vous dire que c'est très intéressant. Et ça va encore plus loin sur certains points, et ça, voilà, il y a des chapitres ajoutés un peu par rapport à ce qui est publié sur le EA Forum. Il y a aussi 2 conférences plus introductives et généralistes de Bob Fischer sur ces questions-là de comparaison interespèces que vous pouvez retrouver. Il y a une conférence de Virginie Simoneau-Gilbert qui est doctorante en philosophie à Oxford sur les questions sur les théories du bien-être, c'est-à-dire ce dont je ne vous ai pas parlé. Moi, je vous ai parlé que de l'hédonisme aujourd'hui pour simplifier, mais en fait, il y a d'autres théories du bien-être possibles. Et elle présente en fait les 3 types de théories majeures qu'on peut avoir de définir le bien-être. Et elle dit que justement, on a tendance à trop réduire le bien-être à l'hédonisme, et donc il faut avoir conscience de ces autres théories, de ces autres façons de définir le bien-être, pas seulement en termes de souffrance et de plaisir. Et enfin, je vous réinvite vraiment fortement à lire Sue Nora Taylor, parce que tout ce livre est passionnant, et notamment le chapitre dont j'ai extrait la citation que je vous ai donnée. C'est un chapitre qui s'appelle L'égalité animale, il me semble, et qui est en fait une critique pendant tout le chapitre de certaines des positions de Peter Singer, et elle critique de façon vraiment très intéressante. Donc, je vous invite à l'acheter et à le lire. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est à propos de Sue Nora Taylor, mais bon, après, quand tu as commencé à la présenter, tu présentais ça avec enthousiasme. Je me suis posé des questions et après tu as dit bon, mais il y a quand même pas mal de critiques à faire, donc c'est pas très important si tu veux comparer ça. Mais Okay. Je me demandais c'était quoi son critère minimal du coup de considération morale, parce qu'avec le peu que tu as listé, je me suis dit bon, est-ce que ma vie vaut celle d'un arbre, quoi? Et son système de discrimination ne me semble pas permettre de faire la différence. Ouais. Si elle abordait ces trucs-là, est-ce qu'elle est scientiste de base déjà? Non. En fait, elle réfléchit pas du tout en ces termes-là qu'on a en philosophie morale de soulever, de parler même de critères moraux, de scientisme. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décale le débat complètement. Et notamment, elle s'ancre beaucoup dans ce qu'on appelle la creep theory. Donc creep, c'était le terme dénigrant qu'on attribuait aux personnes handicapées, et qu'elles ont retourné le stigmate et elles ont revendiqué ce terme pour dire, en fait, en croisant ça avec les théories queer, de dire, bah, nous, on a nos propres façons, on a nos propres vies qui sont différentes et qui n'ont pas à être hiérarchisées par rapport aux vies de personnes valides. Et donc, il faut arriver à trouver, à pas supposer une échelle de valeur ou une hiérarchie, mais juste à dire, bah, chaque vie, même en situation de fort handicap, a une forme de valeur qu'il faut arriver à trouver, et c'est juste des différences à constater. Et donc, en fait, elle décale complètement le regard en disant, bah, c'est pas la bonne façon de réfléchir, il faut pas réfléchir en termes de critères, en termes de critères ou en termes de valeur ou en termes d'échelle de valeur. C'est pour ça que c'est un peu la 4e truc du débat, mais qui sort presque du débat en disant, bah, faut pas formuler les questions comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Du coup, ça pose vraiment beaucoup de problèmes dans plein de situations. Bah, je pense que oui, du coup, ça répond pas à certaines questions qu'on peut légitimement soulever, ça en répond à d'autres quand même. Tu vois, ça s'ancre sur quelles sont les implications même d'avoir ce genre de débat philosophique, des choses qu'on n'a pas toujours en tête, justement, sur les implications en termes de lutte sociale, en termes d'égalité humaine, en termes de quelles conséquences ont eu les argumentations antispécistes quand on s'appuyait sur des comparaisons en disant, bah oui, bah, s'il y avait des humains avec des moindres capacités, du coup, est-ce que vous êtes prêts à appliquer un principe d'égalité? Et en fait, soulever la question, c'était déjà fragiliser l'idée égalitariste pour laquelle se sont battues les personnes qui subissent le validisme en affirmant justement la valeur de leur vie contre un système qui réaffirmait en permanence qu'elles avaient une moindre valeur du fait de leur moindre capacité. Donc c'est un peu une façon, ça répond à des questions différentes, moi je trouvais c'est pas mal de les avoir en tête pour pas rester dans une façon un peu trop étriquée peut-être en éthique animale de considérer ces problèmes et ces réflexions. Okay. J'avais une deuxième question aussi sur les processus d'identification des intuitions morales. De ce que tu dis, François Jacquet montre qu'il y a des processus non fiables, et je me demande c'est quoi du coup les processus fiables? Qu'est-ce qui fait que l'égalitarisme serait une intuition fiable, quoi? Alors je ne sais pas si c'est par défaut ceux qui n'ont pas été débunkés. Y a l'idée que c'est la réflexion morale en fait, parce que
il y a aussi une façon de distinguer entre des intuitions morales pas trop raffinées, c'est-à-dire des intuitions qu'on peut avoir spontanément comme ça avant d'avoir réfléchi au sujet, et les intuitions qui sont le résultat de beaucoup de réflexions philosophiques par les spécialistes de la question, qui ont déjà eu le temps de considérer un ensemble de sujets, qui essayent pour raffiner leurs intuitions de formuler des expériences de pensée qui permettent de les préciser, de mettre un peu des cas limites pour dire « Ah non, mais en fait, là, mon intuition, elle tient pas parce que si je la pousse jusqu'à telle implication, je suis pas d'accord avec l'implication, donc en fait, c'est que l'intuition tient pas. » Et donc, il y a une différence entre des intuitions un peu communes qui peuvent varier entre les individus quand on n'a pas réfléchi à un sujet et des intuitions raffinées qui sont celles qui, après, sont intégrées dans une espèce d'édifice de toutes les intuitions qui sont censées avoir une forme de cohérence en morale. Mais je ne sais pas ce qui... Je pense que ça soulève des questions un peu qu'on appelle méta-éthiques, de quelle est la source de nos intuitions et en fait, qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent être vraies ou fausses. Et là, il y a un ensemble de positions différentes avec des philosophes qui disent qu'il n'y a même pas de valeur de vérité finalement sur les intuitions morales, sur les croyances morales. Donc ça devient un peu complexe quand on ouvre la boîte de qu'est-ce qui fait que telle intuition est justifiée. C'est vraiment... Et moi, je n'ai pas les connaissances précises en méta-éthique pour répondre en détail. Oui. Je vois les autres théories autres que l'hédonisme qui existent pour définir le bien-être. Et du coup, je me demandais s'il y avait des études interespèces qui existaient sur ces autres théories aussi. Je pense que très peu. En fait, les autres théories, pour que vous voyez, les deux autres grands types de théories, il y a la théorie de le bien-être, c'est la satisfaction des désirs ou des préférences. Donc là, il y a un peu des recherches, il y a pas mal des recherches en éthologie sur les préférences des animaux. Il y a tout un tas de recherches sur notamment ce qu'on appelle l'agentivité des animaux. C'est justement cette faculté, cette capacité à faire des choix, en fait, à avoir des préférences et à les exprimer dans ses comportements notamment. Et le troisième type de théorie, c'est ce qu'on appelle les théories de la liste objective. Donc c'est l'idée que le bien-être, c'est un ensemble de biens dont peut faire partie les plaisirs, mais il peut y avoir la créativité, l'inventivité intellectuelle, il peut y avoir le fait d'avoir beaucoup de relations sociales, d'amitié par exemple, ou d'amour. Enfin, il y a un ensemble de listes comme ça qu'on peut dire, là, c'est des choses qui donnent de la valeur à nos vies et qui participent à notre bien-être. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a peut-être moins de recherches, mais en fait, à chaque fois, ça va être plutôt des recherches en éthologie. Mais en tout cas, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à comparer. J'ai l'impression quand c'est pas... L'avantage de l'hédonisme, c'est que c'est un cadre qui permet presque des comparaisons parce que ça présuppose une échelle de bien-être quantifiable, en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas, notamment des théories de la liste objective. Peut-être que les préférences, elles sont quantifiables aussi, mais les théories de la liste objective, comment tu mesures avoir tel ou tel... Ça semble plus qualitatif que quantitatif. Et surtout, comme tu en as plusieurs, en fait, tu sais jamais, peut-être que tels biens vont compter beaucoup plus que d'autres, mais tu sais pas trop. Ça devient difficile même de quantifier parce que comment tu compares la créativité ou le fait de faire des mathématiques, peut-être qu'on peut se dire que c'est une forme de valeur que n'ont que les humains, par exemple, qui a de la valeur et qui apporte vraiment du bien-être. Comment tu compares ça avec le fait d'avoir des amitiés intéressantes et chouettes? C'est difficile, tu vois. Donc, je pense que c'est pas anodin de s'être placé dans un cadre hédoniste pour soulever la question des comparaisons interespèces. Il y a aussi des très bonnes raisons de privilégier une théorie hédoniste du bien-être, hein, quand même. Oui. Au sujet de la capacité de citer de bien-être, on a dit que c'était la gamme de bien-être multipliée par le temps. Est-ce que le temps ne peut pas changer entre les espèces? C'est-à-dire, on pourrait prendre la perception subjective du temps. J'imagine qu'une abeille, par exemple, qui aurait la même gamme de bien-être que l'humain et qui percevrait le temps en ralenti, aurait sûrement plus de capacité parce que pour elle, il y aurait plus de temps. Ouais, c'est une excellente question. Et effectivement, et c'est en fait une des choses qu'ils ont pris en compte dans leur modèle, où il y avait un chercheur, Jason Shoecraft, qui avait commencé en fait les recherches de ce projet, de cette séquence sur les poids moraux, il y a plusieurs années, qui est plus à Rethink Priorities maintenant, et qui avait écrit deux des posts dans la séquence. Finalement, c'est des posts qui réfléchissent sur cette question-là de est-ce qu'il y a des expériences différentielles du temps, et ce qui voudrait dire en fait que, par exemple, disons si vous prenez une certaine drogue qui vous donne un effet d'élongation de, en fait, il s'est passé 10 minutes et puis vous l'avez vécu comme 2 heures, est-ce que ça ne veut pas dire que, vu que votre expérience subjective, elle était comme si il s'est passé 2 heures, vous avez eu beaucoup plus d'expérience accumulée, beaucoup plus de bien-être, et donc il faudrait ajouter toutes ces gammes de bien-être dans ces 10 minutes.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ça en compte s'il y a peut-être, oui, effectivement, des espèces différentes qui, en fait, ont une expérience du temps plus rapide ou plus longue? Et est-ce que ça oui, et en fait, ils le prennent en compte. Le problème, c'est que c'est des estimations. Moi, je ne suis pas allé regarder dans le détail les estimations de Jason Shoecraft sur cette question-là. Je ne sais pas comment il en arrive. Il a donné des sortes de coefficients aussi d'expérience du temps selon les espèces. Lui, il pense qu'effectivement, il y a des expériences différentielles du temps selon les espèces et que ça a donc une incidence sur la mesure du bien-être. Et ouais, ils l'ont intégré au modèle, mais ça fait partie des présupposés où ils ont juste repris ces estimations et ils les ont compilées dans le modèle pour faire le résultat des estimations finales. Amadeus, tu avais une question? Moi, je peux te donner un raisonnement, mais je suis honteux par rapport à... C'est que moi, je sauve la souris, parce que sinon, la personne humaine, elle va manger la souris ou elle va tuer la souris. Et si ce n'est pas une personne qui tue la souris ou mange la souris, je vais sauver la personne humaine, parce qu'elle va, donc comme elle a cette logique, elle va sauver plus de souris. Ouais. Oui, complètement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, quand on raisonne, et c'est pour ça que c'est un peu artificiel, ces expériences de pensée, c'est qu'on présuppose que tout le reste est égal entre les deux. Et une des choses que j'ai pas ajoutées, c'est qu'en fait, souvent, ce qui fait qu'on privilégierait l'humain, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de conséquences indirectes sur d'autres personnes, parce que les humains sont intégrés dans des tissus sociaux beaucoup plus denses, avec des familles, des gens qui vont souffrir de leur disparition s'ils meurent. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a peut-être moins le cas pour la souris? Et du coup, c'est aussi un truc qu'il faudrait se dire, non mais là c'est égal, c'était un humain complètement isolé, une souris complètement isolée qui n'avait personne dans sa vie et ça fera souffrir personne d'autre que les deux là. Et donc c'est sous-entendu aussi que c'est pas des gens qui vont aller faire du mal ou du bien après quoi. C'est vraiment, on considère qu'il y a les mêmes conséquences à part cette prise en compte de leurs intérêts fondamentaux. Et c'est un truc un peu bizarre en philosophie où on s'amuse à juste présupposer que tout le reste bouge pas pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur ok, quelle est notre intuition vis-à-vis vraiment des intérêts qui sont en jeu. Parce que sinon, oui, je comprends ce que tu dis sur les conséquences que ça aurait. Oui. J'avais une réflexion qui était peut-être aussi un peu de genre, comment on gère nos intuitions et les modèles qu'on choisit. Qui était que donc, tu parlais du coup de la deuxième solution et tu disais notamment que celle-là elle est très artificielle et elle arrive à des choses dont on n'a pas forcément envie, donc les handicapés qui sont moins bien que les hommes normaux par exemple, parce que capacitaires, etc. Et que du coup on a une sorte d'intuition qui du coup reste celle de l'antispécisme, qui fait qu'on veut pas celle-là et on veut une théorie qui du coup valide l'antispécisme. Et du coup ce que je me demandais c'est dans quel cas, là par exemple on a une procédure qu'on a l'impression qui est bien pour prendre des décisions de manière, on espère, antispéciste, mais qu'est-ce qui se passerait si jamais on trouvait que, on fait des calculs, en fait les humains sont vraiment très largement au-dessus par exemple de certains animaux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté où ce serait un peu triché de, une fois qu'on a les résultats, dire en fait on va faire un autre modèle parce que ce modèle-là il n'a pas les conclusions qu'on veut. Ouais. Un peu comme ce qu'on fait entre guillemets quand on voit les conclusions de la deuxième solution qui ne sont pas les conclusions qu'on veut, même si en soi c'est juste des coefficients sur les animaux comme la deuxième solution, mais comme la troisième, et la troisième est justifiée. Donc ouais, dans quel cas, en fait, c'est moins une question qu'une réflexion en général, parce que ça m'apporte. Ouais, mais en fait, ça soulève des questions vraiment intéressantes. Il y a un peu le côté, oui, on pourrait presque précommit à le faire quoi qu'il arrive, mais si on découvre qu'en fait, les poulets, tant pis, enfin, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a toujours tous les gens qui sont en mode, non. En fait, c'est plutôt l'inverse. Dans les résultats qu'on obtient avec cette compilation des intérêts. Le problème, c'est que certes, ils trouvent dans leurs estimations finales que les intérêts d'autres animaux sont moindres, enfin qu'ils ont des moindres capacités de bien-être par rapport aux humains. Mais le problème, c'est qu'une fois que, même s'ils comptent, imaginons qu'ils comptent que pour la moitié des intérêts humains, ils trouvent quand même des échelles qui ne sont pas un millième des intérêts humains. C'est plutôt relativement comparable quand même. Et le problème, c'est qu'une fois que tu prends en compte le nombre des individus qui sont concernés, parce que c'est aussi un truc à prendre en compte. C'est après, si tu considères également les intérêts de tous les individus, la somme des intérêts de tous les autres animaux autres qu'humains est assez écrasante par rapport à la somme des intérêts humains. Et en fait, c'est plutôt ça qui pousse, c'est vraiment ce qu'il utilise Shelley Kagan dans son argumentation, c'est que comme les implications de la théorie antispéciste, les implications de l'égalité morale entre les individus ont pour implication qu'en fait, on doit faire énormément plus, mais au point en fait de presque les intérêts humains, quand tu les mets dans la balance, ils pèsent pour pas beaucoup
par rapport au poids gigantesque, notamment des insectes, des animaux aquatiques, qui sont à considérer. Et il dit, mais en fait, on n'est pas prêt à accepter intuitivement, c'est complètement contre-intuitif, cette implication qu'on devrait presque se dépouiller complètement, ne plus rien faire pour les humains et sauver que les animaux, tellement leurs intérêts en fait, sont écrasants par rapport aux nôtres en termes quantitatifs. Et c'est ce qu'il dit, lui, son argumentation, c'est de dire, bon, ça c'est contre-intuitif, personne n'est prêt à défendre ça, même pas les antispécistes, et donc la façon dont il sauve le truc, et c'est là où ça semble complètement ad hoc, c'est qu'il n'a pas envie d'en arriver à ces implications. Il pense que c'est contre-intuitif. Et donc, il dit, bon, non, mais il faut qu'on réduise de beaucoup combien comptent les intérêts animaux autres qu'humains, jusqu'à arriver à une situation où on se dise, bon, certes, il faut faire beaucoup plus pour les autres animaux. Il est très clair sur le fait qu'il n'y a rien qui justifie de les mettre dans des situations de souffrance extrême et de les mettre à mort pour les manger, en particulier parce qu'il dit que là, il y a une dissymétrie totale d'intérêts, même si les intérêts des animaux comptent beaucoup moins que les intérêts des animaux humains, en fait, ça ne justifie pas un tel traitement. Mais il dit quand même que faut que ça atteigne, en réduisant avec le coefficient, il faut que ça fasse des implications qui nous paraissent moins contre-intuitives. Et je pense que ça ne tient pas in fine, parce que tu ne peux pas raisonner en termes de est-ce que ça va être praticable, et si ça ne l'est pas dans le monde actuel, la théorie est mauvaise. En fait, il faut regarder du côté de la théorie ce qui est le plus juste, ce qui tient la route, plutôt que de rajouter des hypothèses ad hoc. Et si les implications ne nous plaisent pas, too bad, en fait. Ça voudrait dire peut-être qu'on est dans l'incapacité, que c'est impossible pour nos faibles capacités humaines de faire ce qui est moralement juste. Mais ça ne voudra pas dire que c'est moralement juste. Ça veut dire que c'est une situation moralement injuste qu'on n'arrive pas à corriger. Et c'est possible, en fait. Et il y a vraiment un truc on a ce biais de penser que le monde doit être in fine plutôt juste, et qu'on ne peut pas vivre dans un monde où il y a des souffrances gigantesques et injustifiables, et qu'on n'arriverait pas à corriger, et qu'on n'a pas les moyens de corriger. Mais c'est faux, en fait. Malheureusement, on peut vivre dans un tel monde, et nos théories morales, nos réflexions en termes de morale peuvent avoir des implications extrêmement exigeantes moralement, qui ne les invalident pas forcément, qui ne veulent pas dire que parce qu'on n'arrive pas à les mettre en œuvre complètement, parce qu'on n'arrive pas à appliquer nos principes, ça ne veut pas dire que les principes sont faux. Ça veut dire que le monde est pourri, en gros, pour le résumer. Il y avait d'autres questions où c'est un rebond Non, mais du coup, parce que c'est juste dans ce que tu as dit, quand on parlait de mise à mort, du coup, je me demandais si là, les théories étaient des théories contrefactuelles du bonheur ou non, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose dont on va se dire, on n'a pas envie de laisser les animaux souffrir, ou est-ce qu'on veut maximiser la quantité de bonheur qui va être faite? Donc, par exemple, tuer un animal qui souffre, c'est possiblement mieux que faire en sorte qu'il ne souffre plus. Oui. Ça soulève encore une complexité du débat dont je ne vous ai pas parlé. Mais je pense que ça prendrait trop de temps d'entrer dans ce détail-là, et je ne suis pas sûr de pouvoir bien le présenter. Mais en fait, le modèle présuppose presque qu'il n'y a rien de pire que la mort. Tu vois. Et c'est un truc... Oui. Et en fait, ils rejettent ça. C'est là où j'avais peur d'être inexact, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que ça puisse être comme ce qu'on appelle les DALI, c'est-à-dire Disability Adjusted Life Years. C'est une façon qu'on a de comparer les niveaux de bien-être entre humains, entre les pays. Et ce modèle-là, il présuppose qu'il n'y a rien de pire que la mort. Et que donc, dès que tu vis, tu as au moins du bien-être un peu positif. Et eux, ils veulent essayer de pouvoir appliquer quelque chose qui soit comparable au DALI pour pouvoir comparer avec ce qu'on utilise dans le cadre de la santé humaine. Mais ils disent, mais ça ne tient pas de présupposer qu'on ne peut pas avoir des vies misérables, parce qu'en particulier pour les animaux, évidemment que... ils disent que c'est évident qu'il y a des vies qui ne valent pas le coup d'être vécues tellement elles sont remplies de souffrance et qu'elles sont net négatives, en fait. Voilà, désolé, je donne que des pistes. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête peut-être, je crois qu'on a un peu dépassé...